Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une rétrospective des lectures des 5 finalistes du PLIB 2020. Ça y est, je les ai tous lus, ces 5 finalistes, et comme certains avis datent d'il y a quand même pas mal de temps, par exemple Mère Morte que j'ai lu il y a plus d'1 an, et ben je vais vous reparler de ces livres. Et on va commencer par celui que j'ai le moins aimé pour aller jusqu'à celui que j'ai préféré. Donc, numéro 5, il me faisait extrêmement peur puisque nous sommes dans un roman historique qui parle de la guerre de sécession et avec une touche de fantastique puisque la mort est présente et conseille ou est plutôt spectatrice du massacre qui va se passer aux États-Unis pendant cette période. En termes de documentation, ce livre est parfaitement documenté. Il est extrêmement pointu dans ses explications et sur le déroulement de la guerre de sécession. Donc pour ça, on peut dire que si vous voulez en apprendre plus sur cette guerre fratricide, hein, on va dire, parce que bon, entre le nord et le sud, et ben c'est vachement bien, c'est très agréable à lire parce que les chapitres sont très courts. Il y a une mise en page qui est exceptionnelle, qui facilite la lecture vraiment, qui est magnifique. Au début de chaque chapitre, vous avez le titre qui fait référence au nom d'un personnage, hein, voilà, c'est son petit surnom, on va dire. Toujours le même, hein, pour qu'on puisse s'imprégner et savoir à chaque fois de qui on parle. On a la date, il me semble. Voilà, on a la date, on a le lieu. On a aussi le petit drapeau qui vous dit si cette personne fait partie de l'Union ou des Confédérés. Donc ça c'est bien de savoir dans quel camp on se situe. On a aussi, quand il s'agit de bataille, une carte des États-Unis avec le petit point sur où s'est déroulée cette bataille. En fonction du fait que le texte est écrit à gauche ou à droite, on sait que c'est partie est ou partie ouest. Non, c'est vachement bien fait. Il y a juste eu une petite erreur à un moment sur un drapeau, mais bon ça, voilà, ça peut arriver. C'est très bien fait, vraiment. Au niveau documentation, je vous ai dit, c'est parfait. Simplement, moi j'ai trouvé qu'en fait ce livre se lisait comme un manuel d'histoire. On nous relate les faits, et c'est juste ça, une succession de faits. Voilà ce qui s'est passé pour la bataille, voilà l'avancée des troupes, voilà le nombre de morts. C'est impersonnel, je l'ai trouvé totalement impersonnel. Pourtant, chaque partie, chaque chapitre, à chaque fois qu'on change de personnage, est écrit à la première personne du singulier. Donc c'est quand même un personnage qui nous raconte son histoire. Je. Ça ne devrait pas mettre une distance du coup avec le personnage puisque c'est lui qui nous raconte. Et ben j'ai rien ressenti en fait avec ce livre. Je n'ai absolument rien ressenti. Pour moi c'était on nous relate des faits et basta. Basta. Alors oui, à un moment on suit un personnage qui est complètement incompétent, imbu de lui-même, qui prend toujours les mauvaises décisions, qui attend. Et oui, profondément c'est énervant, c'est agaçant, ce personnage est une vraie tête à claque, mais c'est tout ce que j'ai ressenti, c'est tout. J'ai pas été peinée de voir une personne dans une situation compliquée, avec une balle dans le ventre, j'étais à distance totale avec ce livre. De plus, je trouve que la dimension fantastique est très peu présente. Clairement, pour moi, ce livre est un livre historique, pas fantastique. La mort est là, mais clairement, elle n'aurait pas été là, ça n'aurait absolument rien changé. Ce qui peut jouer aussi, c'est que sans connaître particulièrement cette guerre, j'avais quand même des notions, je connaissais les grandes lignes hein, de cette guerre, je connaissais les grands personnages. Donc si vous voulez, il n'y a pas de surprise, hein. Je savais comment ça allait se dérouler, je savais quelle bataille allait être gagnée par qui, je savais l'issue du combat pour Lincoln. Bref, voilà, sans être historienne ou sans connaître trop de détails, j'ai pas été surprise parce que du coup je connaissais. Ce livre est vraiment très bien construit, mais il m'a manqué ce truc de
de s'attacher au personnage, ce truc de vouloir continuer à les suivre. Voilà, une trop grande distance par rapport au reste et le fait que le fantastique pour moi ne sert à pas grand chose. Et je trouverais presque que ce livre n'a pas vraiment sa place dans une lecture de l'imaginaire parce que pour moi c'est pas vraiment de l'imaginaire. Voilà. Numéro 4. Nous sommes dans une histoire post-apocalyptique, on va dire. Non, pas post-apocalyptique, une dystopie. Bon bref, si vous voulez, le monde tel que nous le connaissons a disparu et il s'est transformé. Il s'est transformé, on ne sait pas exactement ce qui a pu se passer, mais il s'est transformé et chaque personne vit au sein de ce monde avec une sorte de pouvoir, avec un chi, je sais pas quoi, qui les oriente, qui les guide. Et nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Céleste, qui elle, eh bien, travaille dans la boutique de ses frères. Alors sa boutique c'est une boutique d'anciens objets, des objets de l'ancien monde qu'ils vendent, c'est très recherché. Et Céleste c'est un petit peu la petite main quoi, celle qui fait un petit peu tout, elle fait le nettoyage, elle fait les livraisons, elle fait ce genre de choses parce qu'elle n'a pas découvert son chi, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire dans la vie, elle est un petit peu paumée. Jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'une jeune femme, enfin elle va la percuter dans la rue. Cette jeune femme a l'air d'être suivie, elle va lui donner son sac en lui disant garde-le précieusement, je reviendrai le chercher. Et Céleste, prise au dépourvu, fait ce qu'elle lui demande et cette rencontre va bouleverser sa vie, elle va changer toutes ses perspectives, elle va se découvrir un but dans la vie, elle va découvrir son chi et je ne vous en dirai pas plus. Ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé cette lecture, j'ai trouvé l'histoire assez originale, j'ai trouvé les personnages assez attachants, c'était une bonne histoire. Après je trouve que c'est un premier tome, hein, très clairement c'est une grosse introduction sur... Enfin, je vous dis c'est un premier tome mais il n'y a pas de mention que c'est un premier tome. Je suppose que c'est un premier tome parce que on s'arrête... Oui, l'histoire en soi pourrait être terminée, mais ça ouvre tellement de perspectives que ce serait dommage que ce soit fini que maintenant en fait. Donc je suppose que c'est un premier tome, je suppose qu'il y aura une suite. C'était agréable à découvrir, je trouve que tout l'univers construit autour de ce qui se passait avant, des croyances de chacun, de ce complot qui est contre les chiméristes, puisqu'on est quand même dans la cité des chimères. En fait on a des castes, on vit dans cette société sous forme de castes et la caste des chiméristes a complètement disparu suite à la grande débandade 5 ans auparavant. Et voilà, on complote, on essaye de comprendre ce qui s'est passé pour ces chiméristes, on essaye de comprendre les intérêts politiques. Donc c'était agréable de ce point de vue parce que c'est quelque chose qui est plutôt stratégique. En soi, cette histoire est stratégique. Elle n'est pas dans l'action, il se passe finalement pas grand chose. Voilà, si vous cherchez un livre qui bam, qui est de l'action dans tous les sens, c'est probablement pas celui-là que vous choisirez. Mais c'était agréable du point de vue stratégie, complot, etc. Et je me rends compte que j'aime de plus en plus ce genre de livre. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, ça a été une bonne lecture et je vous le conseille si vous avez envie de quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire avec ouais, un univers plutôt bien, mais assez introductif finalement. Là on rentre dans le top 3 et je peux vous dire que c'est compliqué de départager les 3 qui sont chers à mon cœur. Numéro 3. J'ai passé un super moment avec cette lecture. Une semaine encore après, je suis hantée par certaines scènes. Alors, le résumé de ce livre. Nous sommes dans un monde, dans notre futur, hein, si vous voulez, les océans, les mers, les lacs, toute l'eau a disparu de la planète Terre. Et les hommes vivent retranchés dans des bastions, ils se sont regroupés pour survivre à cause de cette pénurie d'eau puisqu'il ne pleut plus non plus, donc il faut qu'ils survivent. Ils se sont rassemblés dans des bastions, mais si encore il n'y avait que l'eau qui avait disparu,
il faudrait gérer ça. Mais il y a bien d'autres choses puisque la mer, les animaux marins se vengent et reviennent hanter les vivants sous la forme de marées fantômes. Donc plusieurs fois, les eaux se lèvent de manière fantôme et les animaux marins reviennent pour voler l'âme des humains, pour se venger de tout ce que les humains leur ont fait. Et il existe des exorcistes, donc nous allons suivre Oural qui est un exorciste. Il a ce don de pouvoir repousser les fantômes, les spectres, de pouvoir les annihiler, de les faire disparaître et donc de protéger toute la population qui vit au sein de son bastion. Donc il a une vie à peu près tranquille, hein. Lui il est paisible, il est peinard puisque les exorcistes sont particulièrement choyés puisque c'est d'eux que vienne la survie de toute la population. C'est un petit peu les rois dans leur bastion. Et Oural ne fait pas exception, lui il est pas mal, il est tranquille, il doit juste combattre les marées, mais bon c'est un petit peu son quotidien donc il a l'habitude. Mais la particularité d'Oural c'est qu'il s'est pris d'affection et inversement pour une dauphine, donc un spectre dauphin qui à chaque marée haute vient l'aider à repousser aussi les fantômes. Oural va voir son monde complètement bouleversé lorsque va apparaître Bengal. Bengal, c'est le capitaine d'un curieux vaisseau qui se promène sur les marées fantômes et ce vaisseau est aussi fantôme que les marées et il va venir dans son bastion et va demander l'exorciste et il va l'emmener. Et on va apprendre plus tard que Bengal a une mission et sa mission ça va être de faire revenir les océans. Voilà, vous avez sûrement l'impression que je vous en ai dit énormément sur ce livre, pourtant ça se passe vraiment dans les toutes premières pages. Donc vous allez voir que ce livre est bien plus complexe que tout ce résumé qui est pourtant assez développé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, on a vraiment énormément, c'est ça qui m'a le plus interpellée dans ce livre, c'est qu'on a une dimension complètement écologique puisque nous allons suivre ces animaux marins au travers de cauchemars d'Oural. Il va revoir un petit peu ce qu'on leur fait subir, il va revivre avec ces cauchemars et bien toute la pêche intensive, toute la pollution avec les sacs plastiques qui endommagent la faune, toutes ces marées noires qu'on inflige à la planète, les parcs aquatiques, enfin bref, toutes ces choses qui sont une aberration pour le règne animal et qu'on inflige à ces pauvres animaux. Bref, si vous êtes réceptif à la cause animale, si vous lisez ce livre, vous risquez d'avoir mal au cœur, vous risquez de vous sentir pas bien parce que les scènes sont parfois très dures. Et j'ai encore en tête ces images et je peux vous assurer qu'elles resteront gravées en moi et j'ai beau le savoir qu'il se passe tout ça, le vivre et être à la place de l'animal, eh ben je peux vous dire que ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et c'est juste affreux. Donc voilà, il y a cet aspect du livre qui est génialissime, vraiment, qui fait vraiment prendre conscience, qui est beau, un beau message. Il faut s'inquiéter pour la planète, c'est maintenant qu'il faut s'inquiéter, c'est pas plus tard, après ce sera trop tard. C'est un petit peu le message de ce livre. Après, concernant l'histoire de Oural et Bengal, j'ai eu un petit souci parce que je n'arrivais pas vraiment à appréhender les personnages. Bengal, si vous voulez, tout le monde le voit comme un messie, comme quelqu'un de son équipage l'idolâtre. Il a un charisme de fou et moi, et ben quand je lisais ces pages, je le voyais pas comme ça, je le voyais très sombre, très renfermé, très casanier, très violent. J'avais un peu de mal à identifier en fait ce qu'on me disait de lui et ce que je ressentais pour lui. Il y avait un décalage. En plus, la relation entre Oural et Bengal est assez étrange. Très étrange. Du côté d'Oural, je comprenais un petit peu cette fascination parce que tout le monde le ressentait par rapport à Bengal. Mais du côté de Bengal, j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi il était autant attiré par Oural. Bref. Voilà, j'ai eu un petit souci par rapport à ces personnages.
L'histoire en elle-même, on assiste à des vagues successives de marées fantômes qui viennent, qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça va vite être redondant. Parce que moi, je m'attendais à des marées fantômes, mais pas à plusieurs marées fantômes en très peu de temps. Et finalement, l'auteur arrive à faire quelque chose de prodigieux, c'est que à chaque marée fantôme, elle arrive à se renouveler, à nous proposer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était vachement bien foutu, j'ai beaucoup aimé. En règle générale, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman pour tout ça. Et en fait, le seul bémol, ça a été la relation entre Oural et Bengal que je n'ai pas forcément compris. Et mais sinon, c'est un très bon livre. Pas du tout manichéen parce qu'on a l'impression au début que voilà, les animaux c'est les méchants parce que c'est les fantômes qui viennent manger l'âme des humains et que les humains c'est des gentils. Sauf que non, non, les humains ils sont pas pour rien hein, dans ce problème. C'est eux à la base qui ont détruit la planète. Bref voilà, c'est tout en nuances, c'était très bien foutu. Et voilà, vous ne pouvez pas rester insensible à ce livre, je vous assure, c'est impossible. Numéro 2. Allez, on continue avec Féline, c'est une lecture que j'ai faite pour le PLIB 2020. Il fait partie des 20 présélectionnés. Et à mon avis, enfin j'espère, il fera partie des 5 finalistes puisque ça a été une excellente lecture. En même temps, je suis très peu objective, j'adore ce que fait Stéphane Servan avec Sirius, ça avait été mon énorme coup de cœur. Et Féline, ça a été une excellente lecture. Pour moi, il fera partie des 5 finalistes dans mon vote à moi parce que on est dans une histoire fantastique mais qui a une très grande portée contemporaine, une très grande réflexion sur notre société, une très grande réflexion sur tout ce qui est le rejet de l'autre à cause de la différence, du racisme, il y a une partie féministe aussi dans ce livre et ça c'est vraiment des thèmes qui me touchent particulièrement. Et pourtant, voilà, moi le contemporain, tout ce qui est critique de la société, je l'aime dans la dystopie, je l'aime dans la science-fiction. Et je m'attendais pas à trouver une critique aussi bien faite, aussi parlante dans Féline. On y suit Louise, qui est une ado comme les autres, et qui va peu à peu se transformer. Des poils vont apparaître sur son corps, elle va se couvrir de poils de la tête aux pieds. Et elle n'est pas la seule puisque la plupart des adolescentes partout dans le monde, eh ben, il leur arrive ça, il leur arrive cet étrange phénomène. Alors bien sûr au début on les rejette, on les couvre de honte, on les lapide. Non mais imaginez-vous, on les lapide. Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas et ils font des actes insensés. C'est ce que va subir Louise et ses autres amies. Elles vont se faire rejeter de la société et pourtant Louise va, grâce à ça, se révéler et va porter haut et fort les couleurs de ce nouveau monde qu'elle représente. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette cette lecture. Je me le suis bouffée en une journée pendant le week-end à 1000. Et c'était fort, le thème, le sujet est magnifique, le thème est grandiose et c'est fait d'une main de maître. Moi j'adore la plume de Stéphane Servan et encore une fois, c'était époustouflant. Époustouflant, je ne peux que vous conseiller Féline parce que c'est une lecture qui va vous toucher en plein cœur. Et moi ça l'a fait totalement et voilà, il fera partie des 5, il n'y a même pas à réfléchir dessus. Et enfin, numéro 1. J'ai beaucoup aimé ce livre et je suis à ça de lui attribuer un coup de cœur. Donc c'est pour vous dire, je pense même que je vais lui donner le coup de cœur. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant emballée par une lecture. J'ai adoré l'univers proposé par Georgia Caldera. Nous sommes dans un univers de fantasy, dystopie. En fait, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Céphise, je crois que c'est ça, Céphise, et qui a vu toute sa famille se faire sacrifier pour leur dieu. Elle a écopé d'une punition aussi, elle a écopé qu'on lui coupe un bras, qu'on lui coupe une jambe et qu'on le remplace par
par des membres artificiels. Donc elle a une sorte de prothèse mécanique au bras, elle a une sorte de prothèse mécanique à la jambe et elle n'est plus entière. Elle est une sorte de rebut de la société, mise à l'écart, elle n'est plus pure et elle porte en elle cette haine, cette vengeance pour ces dieux qui l'ont puni, qui ont tué toute sa famille, avec ces dieux tout-puissants qui ont des sortes de pouvoirs pour punir les gens. Et on va apprendre à connaître donc du côté de la victime Céphise et du côté des bourreaux un jeune homme qui est, quand je vous dis bourreau c'est totalement le terme puisque c'est le bourreau des dieux. Il est là pour exécuter la volonté des dieux, pour punir les impurs. Et il va se nouer une relation entre ces deux-là très particulière. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après je risque de vous spoiler, c'est un premier tome. Et je peux vous assurer que j'ai été complètement emballée par cette lecture. L'univers est très fourni et très sympa. On est sur une planète remplie de cendres, il n'y a plus rien qui pousse, c'est vraiment particulier. Et je vous disais dystopie parce qu'on a des petites réminiscences de ce que pouvait être notre monde et les conséquences de tout ce qui a pu faire que ce monde devienne comme ça. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers et la plume était addictive, je n'arrivais pas à laisser ce livre de côté. C'était tellement addictif que j'ai très envie de savoir la suite et que je vous le conseille parce que c'était vraiment très sympa. J'hésite même à me le prendre, à me l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé. Après, le petit bémol qui fait que peut-être le coup de cœur n'était pas automatique, c'est cette histoire entre Céphise et le bourreau qui m'a beaucoup rappelé l'histoire des larmes rouges. Voilà, si vous avez déjà lu les larmes rouges, c'est un petit peu similaire. Donc je trouvais qu'on était dans une sorte de relation un peu étrange, dominant-dominé, un petit peu comme les larmes rouges, et je trouvais que de ce côté-là, on s'en rapprochait peut-être un petit peu trop. Mais sinon, c'est mon seul bémol. Voilà, vous connaissez tous mes avis, néanmoins vous ne savez toujours pas pour qui je vais voter parce que clairement, entre le cœur et la raison, mon cœur balance. En effet, le cœur c'est Les Brumes de Cendrelune parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Mais quand on y pense, est-ce que c'est vraiment le livre qui pourrait être le vainqueur du PLIB? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon cœur balance vraiment parce que pour moi, la voix de la raison, ce serait Féline. Il allie le fantastique, mais il a aussi une portée, un message symbolique, quelque chose qui est plus profond qu'une simple histoire de fantaisie, de science-fiction, dystopie. Donc je ne sais toujours pas, à mon avis le choix va se décider au dernier moment. Mais bon voilà, vous savez déjà mes préférences. Et puis on verra bien. J'espère que ce sera l'un de ces trois-là. Entre Mère Meurthe, Féline ou Les Brumes de Cendrelune qui gagneront le PLIB 2020. Voilà, j'en ai terminé. J'ai très mal au bras parce que je porte ma caméra à bout de bras. Elle est très lourde, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.